Heureux de vous retrouver pour la suite de notre leçon sur dérivation et étude de fonctions. Nous avions vu la grand E, c'était dérivation. Et là maintenant, grand E, étude de fonctions. D'abord, quelques formules pour compléter les formules qu'on avait déjà vues. Bon, on avait vu des formules pour la dérivation de fonctions usuelles. Ici maintenant, on a dit ici, f est une fonction, f et g sont deux fonctions dérivables. Maintenant, on nous dit, dans ce cas, f rangé de x, dont on a parlé, composé d'une fonction par une autre fonction, f rangé de x égale f de g de x. Tout ça, on en avait parlé dans le chapitre concernant les polynômes. Bon, f rangé de x, sa dérivée, prime ça veut dire sa dérivée. F rangé de x prime, bon ça on peut le démontrer, mais le temps ne nous le permet pas. F rangé prime de x égale g prime fois f prime appliqué à g de x. Pas f prime appliqué à x, mais f prime appliqué à g de x. Donc c'est g prime fois f prime appliqué à g de x. Fn prime, f puissance n prime, n étant un entier naturel, c'est égal à n fois f prime fois f puissance n moins 1. n est un entier naturel. Mais racine carrée de f, sa dérivée c'est f prime sur 2 racines carrées de f. D'accord? Mais maintenant, petit 2, quel théorème? Toute fonction continue est strictement monotone. Strictement monotone, ça veut dire soit elle est strictement croissante, ou bien elle est strictement décroissante. Toute fonction donc continue et strictement monotone est une bijection, est bijective. Bijection, dans un chapitre sur YouTube, on a parlé lorsqu'on parle d'application affine, on a donné les définitions de fonction, d'application et de bijection. On a dit qu'une bijection, c'est une application dont la réciproque, en quelque sorte, comprenez par là, est une application. Donc, bijective, ça veut dire que tout élément de l'ensemble départ a une image et une seule, et tout élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent et un seul. Voilà ce que ça veut dire qu'elle est bijective. Maintenant, dans ce cas, elle admet une fonction réciproque, qu'on a appelée ici g, qui est bijective elle aussi, telle que f rangé de x, autrement dit, c'est f de g de x, on avait vu l'autre fois, donc f rangé de g de x égale g rond f de x égale x. Si on compose une fonction bijective par sa réciproque, on tombe sur l'identité. X qui est l'identité. F de x égale x, on a donc l'identité. Et donc f rangé de x égale g rond f de x égale x. Maintenant, ainsi, si l'on applique l'une des propriétés, on avait parlé de f rangé de x, sa dérivée. F rangé prime donc de x, c'est égal à, si on prend la dérivée, si deux fonctions sont égales, leurs dérivées aussi sont égales. Puisque f rangé de x égale x, la dérivée de f rangé de x est égale à la dérivée de x. La dérivée de x, on a vu dans les formules d'avant, c'est 1. Donc ça veut dire f rangé prime de x égale à dérivée de x qui fait 1. Équivaut à. Mais f rangé de x, la formule de x, c'est g prime fois f prime en g de x. Donc c'est g prime fois f prime en g de x égale 1. Bon, de ça, on peut tirer que, par exemple, on peut exprimer g prime en fonction de f prime. G prime égale donc 1 divisé par f prime en g de x. Bien f prime rond g de x. Maintenant, l'autre chose que ça nous permet, c'est que du moment qu'on sait que g prime fois f prime de g de x égale 1, et 1 est un nombre supérieur strictement à 0, ça veut dire que ces deux facteurs, on a un produit où il y a deux facteurs, ça veut dire que ces deux facteurs ont le même signe. Le produit de deux facteurs est positif, ça vous l'avez vu depuis le premier cycle. Si le produit de deux facteurs est positif, ça veut dire que les deux facteurs ont le même signe. Ça ne veut pas dire que les deux facteurs sont tous deux positifs, non, ils ont le même signe. Soit ils sont tous deux négatifs en même temps, ou bien soit tous deux ils sont positifs en même temps. En tous les cas, si G' et F' sont tous deux positifs en même temps, ça veut dire que, puisque G' est la dérivée de G et F' la dérivée de F, ça veut dire que F' donc étant positif, la fonction F est croissante. Donc ça veut dire que G' aussi étant positif, la fonction G est croissante. Donc ça veut dire que, en tous les cas, même si F' est négatif et que G' est négatif, en même temps, puisqu'on a dit qu'ils doivent avoir le même signe. Donc ça veut dire que dans ce cas, G' est décroissante, puisque sa dérivée est négative, ça on l'a vu dans la leçon d'avant. G est décroissante, puisque G' est négative, et F' aussi est décroissante. F est décroissante autant pour moi, puisque sa dérivée F' est négative. Donc ça veut dire que dans tous les cas, une fonction bijective et sa réciproque ont toujours le même sens de variation. Soit elles sont toutes deux strictement croissantes en même temps, ou bien soit elles sont toutes deux strictement décroissantes en même temps. Mais maintenant, c'est la remarque qu'on a faite ici, ceci nous a permis de dire ça. Et donc, petit 3, étude de fonction maintenant. Étude des variations d'une fonction. Les étapes sont résumées ainsi, ainsi que suit. Petit a, on nous dit que la première étape
elle consiste à déterminer, on détermine les intervalles dans lesquels la fonction f qu'on est en train d'étudier est définie. Ça c'est déjà vu, quand on parle de défini. Ensuite, continu. Ça aussi c'est vu. Et maintenant, dérivable. On détermine chacun de ces intervalles. Ensuite, petit b, la deuxième étape consiste à calculer la dérivée. Et ensuite, la dérivée qu'on appelle f', et on subdivise plutôt les intervalles qu'on a eu ici, les intervalles précédents, en des intervalles dans lesquels la dérivée conserve un signe constant, c'est-à-dire à le même signe. Donc, les intervalles qu'on a avant, avec les intervalles où la fonction est définie, continue et dérivable, on les subdivise en intervalles où la dérivée conserve un signe constant. C'est-à-dire soit dans cet intervalle, la dérivée est tout le temps négative, ou bien là-bas, elle est tout le temps positive, tout partout positive, et ainsi de suite. Ou bien elle est partout nulle, et ainsi de suite. D'accord? Mais maintenant, on étudie les valeurs de f de x. Les valeurs de f de x, ou ses limites. Ou ses limites, hein? Excusez-moi. Autrement dit, les limites de la fonction f de x. Pour les valeurs de x égales aux bornes des intervalles dont on a parlé. Des intervalles mis en évidence, autrement dit, des intervalles dont on a parlé précédemment. Attention, il y a plusieurs intervalles. Il y a non seulement les intervalles où il y a le domaine de définition de f, où aussi la fonction f est définie et continue et dérivable. Il y a aussi maintenant les intervalles où la dérivée conserve partout le même signe dans chacun de ces intervalles déterminés. Maintenant, après cela, on étudie les limites, les valeurs ou les valeurs de f de x, ou les limites de la fonction f de x, en les valeurs de x égales aux bornes des intervalles dont nous avons parlé ici tantôt. Maintenant, petit d, on rassemble, donc on regroupe les résultats obtenus, les résultats donc de ce qu'on a fait jusqu'ici, dans un tableau, et ce tableau, il est appelé tableau de variation. Tableau de variation de la fonction f. D'accord? Bien, ensuite, petit e, donc, on étudie s'il y a lien, les branches infinies, ce qu'on va voir plus tard. Ensuite, petit f, on construit la courbe représentative de la fonction f qu'on est en train d'étudier. Maintenant, étude des branches infinies. Une précision orale, avant cela, c'est qu'on n'oublie pas de dire qu'une fonction f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si on peut rendre f aussi grande que l'on veut, dès que x est suffisamment grande. D'accord? Donc une fonction f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Si l'on peut rendre, ça signifie qu'on peut rendre la fonction f aussi grande que l'on veut si x est suffisamment grand. On dit aussi qu'une fonction f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini cette fois-ci. Lorsque on peut rendre la fonction f aussi grande que l'on veut si moins x tend vers plus l'infini. On a dit si x tend vers moins l'infini, donc on a dit la fonction f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Ça veut dire qu'on peut rendre la fonction f aussi grande que l'on veut lorsque moins x, l'opposé de x, tend vers plus l'infini. Et une fonction f tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, ça veut dire qu'on peut rendre la fonction moins f, autrement dit l'opposé de f, aussi grande que l'on veut lorsque x est suffisamment grand. Et on dit qu'une fonction f tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, ça veut dire qu'on peut rendre la fonction f, la fonction moins f, aussi grande que l'on veut lorsque moins x est suffisamment grande. Bon, voilà donc ces 4 éléments de vocabulaire qu'il fallait faire avant de passer à l'étude des branches paraboliques. Branches infinies plutôt, autant pour moi. 3 branches sont possibles. Donc ici, 3 types de branches se présentent ici, peuvent se présenter ici. Le premier type de branche, c'est l'asymptote. Asymptote, c'est un mot qui vient du latin, je ne sais plus grec, asymptote, qui est similaire, asymptote, qui se ressemble, autrement dit, qui peut être confondu à la courbe en certains points. C'est ça qu'on entend par une droite asymptote. Bien, maintenant, les asymptotes parallèles à l'axe y'. Bien, vous avez vu depuis la classe de 3e que toute droite parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme x égale a, où a est un nombre R. C'est ce qu'on a donné ici.
asymptotes parallèles à l'axe de y'. C'est pourquoi on les appelle verticales. Parce que l'axe des ordonnées est vertical. Donc c'est pourquoi on les appelle asymptotes aussi verticales. Donc ce sont des droites qui ont pour équation, ces asymptotes ont pour équation x égale a. Vous l'avez vu déjà en classe 3e. Donc on dit leurs équations sont de la forme x égale a, où a est un nombre réel, et correspondent au cas où limite x tendant vers a de f de x égale plus ou moins l'infini. Si on a x par exemple limite x tendant vers 2 de f de x égale à plus l'infini, on va dire que la droite d'équation x égale 2 est asymptote verticale. D'accord? Maintenant, asymptote parallèle à l'axe x' des abscisses. Toute droite parallèle à l'axe x' est une droite déjà qui a pour équation, on vous l'a dit en 3e, y égale k. Et on a parlé de cela ainsi dans l'étude de fonction, le chapitre consacré aux études de fonction ici, plutôt aux équations d'une droite. Donc sur YouTube, sur l'équation de droite. Donc, on dit ces droites-là, qui sont parallèles à l'axe des abscisses, ont une équation de la forme y égale petit a. Bon, c'est pour comme elles sont parallèles à l'axe des abscisses, et comme l'axe des abscisses est horizontal, c'est pourquoi on les appelle aussi asymptotes horizontales. D'accord? Asymptotes féminins. Leurs équations sont de la forme, comme on l'a précisé ici, y égale a. Et correspondent au cas où on a limite x tendant vers plus ou moins l'infini. Attention, pour qu'elle soit horizontale, il faut que ce soit x tend vers plus l'infini, limite x tendant vers plus l'infini de f de x égale b, b est un réel, ou bien limite x tendant vers moins l'infini de f de x égale b. Là, on dira que la droite d'équation y égale b, parce que f on peut remplacer par y. La droite d'équation y égale b est asymptote, on va dire horizontale, parce que y égale b, c'est des droites parallèles à l'axe des abscisses, qui est déjà un axe horizontal. Bien, maintenant on peut avoir asymptote qu'on appelle oblique, qui n'est ni verticale ni horizontale, mais oblique, entre les deux. C'est ce qu'oblique en français. Leurs équations sont de la forme y égale cx plus d, où c et d sont des nombres réels dont on connaît les valeurs, c'est des constantes. X et y sont les variables. Mais donc, et correspondent au cas où, avec accent grave, excusez-moi, au cas où limite x tend vers plus ou moins l'infini, ou bien ça veut dire que soit f de x, soit x tend vers plus l'infini, ou bien lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x moins cx plus d égale 0. Si la limite vaut 0, ça veut dire que f de x peut être assimilé à la droite cx plus d. Si on transpose cx plus d de l'autre côté avec le signe moins qui est là, donc ça devient f de x égale cx plus d ou y égale cx plus d est asymptote dans ce cas oblique. C est différent de 0 bien entendu et d est différent de 0. Bon, leur existence exige. Ça veut dire que ces asymptotes obliques, on peut l'avoir lorsque, si on dit limite x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus l'infini, ou moins l'infini, égale plus ou moins l'infini, et en plus de cela, on a c égale, le petit c qu'on vous avez vu dans l'équation ici, qui est le coefficient directeur de la droite, petit c égale limite x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. Si limite de f de x sur x tendant vers plus l'infini ou bien x tendant vers moins l'infini, c'est un nombre réel constant c, et d aussi égale limite x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x moins cx. Si limite x tendant vers plus ou moins l'infini, soit ça tend vers plus l'infini, soit ça tend vers moins l'infini, quand on fait de f de x moins cx, on trouve c'est égal à 0, alors à ce moment, f de x moins cx plutôt égale à d. Si on trouve que c'est 1, on dira que l'ordonnée à l'origine, dans cette droite, c'est 1. Ainsi de suite. Donc, c'est le coefficient. Donc, on a dit, leur existence exige d'abord que limite x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini. Et aussi, qu'on ait limite de f de x sur x tendant vers plus ou moins l'infini égale un nombre réel constant dont on connaît la valeur. Et d aussi est égal à limite x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x moins cx. D'accord? Maintenant, remarque. Par exemple, si f de x égale cx plus d plus une fonction, plus phi de x, où phi est une fonction donnée, avec maintenant limite x tendant vers plus ou moins l'infini de phi de x égale 0, j'ai mal écrit mon 0, égale 0, alors à ce moment on peut dire que la droite d'équation y égale cx plus d est une asymptote. On peut aussi affirmer donc que la droite d'équation y égale cx plus d est une asymptote oblique à la courbe C de f, à la courbe représentative C de f.
Maintenant, deuxième remarque. Si limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini et que limite aussi x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x c'est encore plus ou moins l'infini, alors à ce moment il n'y a pas d'asymptote oblique. Mais la conclusion qu'on va faire, c'est que, d'accord, il n'y a pas d'asymptote oblique, ça on n'a pas parlé, on va dire seulement que, alors l'on dit dans ce cas que C de f, qui est la courbe représentative de la fonction f, admet une branche parabolique dans la direction de y plus y, autrement dit dans la direction de l'axe des ordonnées. Si donc limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, c'est soit plus l'infini ou bien moins l'infini. Et en plus de ça, on fait limite de f de x sur x tend vers plus ou moins l'infini, qu'on trouve encore plus l'infini. Alors dans ce cas, il n'y a pas de branche parabolique. Il n'y a pas d'asymptote. Mais on dira, la conclusion qu'on fera, c'est que la courbe représentative de CDF admet une branche parabolique dans la direction de y plus y, qui est l'axe vertical. Bien, maintenant, si limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini, et sur quoi limite x tendant vers plus ou moins l'infini toujours de f de x sur x égale c, un réel, une constante réelle, et maintenant limite, il y a trois choses, et limite x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x moins cx, c'est encore égal à plus ou moins l'infini. Il n'y a toujours pas d'asymptote dans ce cas non plus. Mais on va dire que la courbe représentative de f a une branche parabolique dans la direction de Cx. D'accord? Donc voilà le troisième cas ici. Maintenant, quatrième cas, de manière plus générale, on doit profiter des particularités que nous donnent les fonctions f. Mais j'ai sauté le petit cas, une remarque. De manière plus générale, si on dit que la courbe phi d'équation y égale gx est asymptote à la courbe représentative de f, est asymptote à la courbe représentative de f, si et seulement si limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins g de x, de f de x moins g de x égale 0. La courbe représentative dans ce cas de g est asymptote à la courbe représentative de f, en plus ou moins l'infini, lorsque la limite vaut 0. D'accord? Mais maintenant, de simplification possible du type de fonction. On a vu dans YouTube ici, dans un chapitre concernant les polynômes et les fonctions, on a vu qu'il y a les fonctions qui peuvent être paires, la parité, paire ou impaire, ou périodique. Dans ce cas, on en profite pour simplifier l'étude. C'est-à-dire qu'il faut profiter donc des particularités présentées par une fonction, particularités qui peuvent simplifier cette étude. D'accord? Si c'est possible, on n'a pas dit que forcément toutes les fonctions sont paires, on ne l'a jamais dit. Il y a énormément de fonctions qui sont paires, qui sont ni paires, ni impaires, ni périodiques. Mais s'il y en a qui sont paires, par exemple, fonction paire, si la définition dit quel que soit x appartient à ddf, moins x aussi, son opposé appartient à ddf, et f de moins x égale f de x, ça veut dire que la fonction est paire. Donc alors dans ce cas, il faut réduire l'étude à R+, et maintenant, C de f dans ce cas admet l'axe des ordonnées y comme axe de symétrie. Donc on fera la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées dans ce cas. Une fois qu'on a réduit l'étude à R+, on fera, pour avoir la suite de la courbe, faire la symétrie de cette courbe par rapport à l'axe des ordonnées dans ce cas. Mais, de manière plus générale, ça on verra ça plus en détail après, de manière plus générale, si quelque soit x appartient à ddf, a moins x appartient à ddf, et f de a moins x égale f de x, alors CDF admet la droite d'équation x égale a sur 2 comme axe de symétrie. D'accord? Maintenant, fonction impaire. Si quel que soit x appartient à ddf, moins x aussi appartient à ddf, et f de moins x égale moins f de x, la fonction est impaire. Et comme elle est fonction impaire, donc on va limiter l'étude à R+, et ensuite, on fera la symétrie par rapport à O, parce que toute fonction impaire a pour centre de symétrie l'origine du repère. Donc on limite l'étude sur R+, et maintenant on fera après le symétrique de la fonction déjà de la partie tracée par rapport à l'origine O du repère, parce que toute fonction impaire admet l'origine du repère O comme centre de symétrie. De manière plus générale, si quel que soit x appartient à ddf, a moins x appartient à ddf, et f de a moins x égale à b moins f de x, alors on va dire que cette courbe a pour centre de symétrie
le point de K de couple de coordonnées A sur 2, B sur 2. Donc CDF admet le point K de couple de coordonnées A sur 2, B sur 2 comme centre de symétrie. Bon, on va voir peut-être plus clairement blablabla. Et maintenant, fonction périodique, de période de grand T par exemple. Si tel que soit x appartient à DDF, alors x plus t aussi appartient à DDF. Et f de x plus t égale f de x, on va dire que cette fonction est périodique de période t. Donc on va limiter l'étude de cette fonction dans un intervalle d'étendue t, étendue grand T. Hein. Ensuite, on obtiendra la suite du courbe on complète la courbe en faisant des translations de vecteurs k, t. K est un nombre entier relatif, hein, j'ai oublié de préciser ça ici. K appartient à Z1, K appartient à Z. T, je n'ai pas besoin d'en parler, on en a parlé déjà ici. Vecteur I, c'est le vecteur unité de l'axe des ordonnées. Le vecteur unité de l'axe des ordonnées. Et donc, plutôt, KT vecteur I, K est un nombre entier relatif, T c'est le nombre valant la période, la valeur réelle, le nombre réel T qui détermine la période, et vecteur I, ce n'est pas le vecteur unité sur l'axe des ordonnées, autant pour moi c'est le vecteur unité sur l'axe des abscisses, vous aurez rectifié ça moi, hein. Excusez-moi de cette confusion. Maintenant ici, axe de symétrie et centre de symétrie, une figure. On vous a dit depuis la classe de 6e hein, qu'une courbe admet, qu'une figure plutôt, on vous a dit en 6e, une figure, hein, on ne va pas parler. Une figure F admet un axe de symétrie hein, si tout point M de la figure a pour symétrique par rapport à cet axe de symétrie un point de la figure. Si tout point de la figure admet pour symétrique par rapport à cet axe de symétrie un point de la figure. À ce moment, on dit que cet axe-là, cette droite-là, ou axe, est un axe de symétrie de la figure. C'est toujours la même application ici aussi. Hein. La définition ne change pas en maths. D'accord? Ben, ici, seulement des particularités. Nous en viendrons ici après. À part les fonctions usuelles, pour les fonctions usuelles, comme par exemple la fonction 1 sur x, qui est la fonction inverse, elle est là, des axes de symétrie par exemple, qui sont la première bisectrice, la deuxième bisectrice, et même les axes. Des axes du repère là qui sont aussi des... Bon, donc elle a pour la fonction 1 sur x, fonction inverse, elle a pour axe de symétrie la première bisectrice, la deuxième bisectrice, y égale x donc, et y égale moins x, qui sont des axes de symétrie de cette fonction usuelle. Hein. Mais à part ces fonctions usuelles, permettez-moi aussi de faire une précision. Toutes les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées dans un repère orthonormal, hein, ces droites-là, par exemple comme cette droite, elle ne peut pas avoir d'axe de symétrie. Si elle a, par exemple, parce que toute droite ayant, ne confondez pas la droite et la fonction, hein, toute droite, cette droite par exemple, elle a une équation de la forme x égale a, parce que c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, elle a une équation de la forme x égale a. Mais cette droite n'ayant pas d'expression, comment dire encore, d'équation réduite, autrement dit, nous pouvons, dans cette droite, on ne peut pas exprimer, il n'y a même pas d'y, on ne peut même pas exprimer y en fonction de x. Ce n'est pas possible ici, pour cette droite. Donc, comme on ne peut pas exprimer y en fonction de x, ce ne sont pas des fonctions. Ces droites ne sont pas des représentations de fonctions. Les droites d'équation x égale a. Ben, elles ont, certes, ces droites admettent certes des axes de symétrie, parce qu'on vous a dit depuis la 6e, toute droite a une infinité d'axes de symétrie, la droite elle-même est un axe de symétrie pour cette droite, et toute droite perpendiculaire à cette droite est un axe de symétrie de cette droite aussi. On l'a dit en 6e. Ben, il y a une infinité d'axes de symétrie, mais ce sont des axes de symétrie de la droite, mais ce ne sont pas des axes de symétrie d'une fonction, parce que les droites d'équation x égale a ne sont pas des fonctions, ne sont pas des représentations graphiques de fonctions, ne peuvent pas l'être. Parce que pour une fonction, il faut qu'on puisse dire f de x égale, quand même pas x égale a. Donc, pour résumer, donc, les droites d'équation x égale a, donc parallèles à l'axe des ordonnées, ne sont pas des représentations graphiques de fonctions, donc ne peuvent pas avoir d'axe de symétrie quand on parle de fonctions. Maintenant, à part donc la remarque qu'on a faite concernant les fonctions usuelles comme 1 sur x, etc. Maintenant, voyons voir si une droite passant par l'origine du repère peut être un axe de symétrie pour une fonction. Par exemple, voici une fonction qu'on a représentée ici. Et si c'est un axe de symétrie, ça veut dire que c'est symétrique par rapport à cette droite. Voilà comment on l'a représenté. Mais ça veut dire que dans ce cas, cette droite-là, si je trace une perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par un point de cette droite, vous verrez que ce point-là, A, il a deux images. S'il a deux images, ça veut dire que ce n'est plus une fonction. Donc ça, cette courbe ne représente pas du tout une fonction.
Parce que par une fonction, on l'a dit ici dans la leçon, dans une leçon sur application affine à faire par intervalle, on a dit qu'une fonction, c'est une correspondance par laquelle tout point de l'ensemble de départ a au plus une image. Donc, pas plus d'une image. Soit 0 image, soit une image. Mais si c'était un axe de symétrie, ça veut dire que cette fonction, il y a A qui a 2 images, ce n'est pas possible. Ce qui est absurde. Donc, à part donc pour les fonctions usuelles, on ne peut pas. Ensuite, prenons ce cas-ci. Par exemple, une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Est-ce qu'elle peut être axe de symétrie d'une fonction? Si c'était l'axe le cas, par exemple, ici, ceci c'est la représentation graphique d'une fonction. Mais le même problème se pose. Ici, ce nombre-là, il a 2 images. Or, par une fonction, un élément de l'ensemble de départ peut avoir au maximum qu'une image. 0 ou une image, mais pas plus. Alors qu'ici, on en a 2, donc ce qui fait que ceci ne peut pas être un axe de symétrie d'une fonction. Donc ce qui nous reste quoi? Ce qui nous laisse seulement les droites maintenant d'équation parallèles aux axes des abscisses, des ordonnées plutôt comme axe de symétrie possible. Ben, maintenant n'oublions pas la définition de la symétrie orthogonale que vous avez vu déjà en classe de 6e. M' est la symétrie de M par la symétrie orthogonale d'axe D, si et seulement si D est la médiatrice du segment M'. Ça veut dire que ici, M qui est là, et M' qui est là, D c'est la médiatrice du segment M'. Ça veut dire que ce I, là où D coupe le segment M', c'est I, c'est le milieu du segment M'. Ben, on a dit que cette droite pour équation, c'est une droite à l'axe des ordonnées, donc il y a l'équation x égale A. Ça veut dire que, puisqu'elles sont symétriques, ça veut dire que D est la médiatrice du segment M'. Ça veut dire que I est le milieu du segment M'. Et I a pour abscisse combien? A. Puisque I appartient à l'axe de symétrie qui a pour équation A, I a pour abscisse A. Ça veut dire que x' plus x sur 2, parce que vous avez vu ça en troisième, si K est le milieu du segment AB, alors x de K égale x de A plus x de B sur 2. Y de K égale y de A plus y de B sur 2. Demi-somme des abscisses, demi-somme des ordonnées. Donc ça veut dire que x' plus x sur 2 égale x de I, puisque I est le milieu du segment M'. Et x de I c'est A, puisque I appartient à la droite de l'équation x égale A. Donc ce qui nous permet de dire donc x' plus x égale 2A. Et dans ce cas, x' égale 2A moins x. On a exprimé x' de M en fonction de x de x de M' en fonction de x de M. On a donc x' égale 2A moins x. Et y', si on a ce cas, ça veut dire que la droite M' c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Dans ce cas, elle est sur une droite d'équation y égale B. Ça veut dire que y de M', qu'on a un y', plus y de M, égale y de M plutôt, autant pour moi. Y de M', y' égale y de M égale B. Parce qu'elles sont toutes sur une droite d'équation y égale B. Donc ce que va. Mais y' c'est f de x'. Y' c'est f de x'. Donc on a remplacé y' par f de x'. Ça fait donc f de 2a moins x égale y. Y, mais c'est f de x. Donc f de 2a moins x égale f de x. Donc dans le cas où on a affaire à un axe de symétrie, on a donc si x égale a est l'équation de l'axe de symétrie, on aura y' égale 2a moins x et f de 2a moins x égale f de x. D'accord? Mais maintenant, lorsqu'on a affaire à un centre de symétrie que vous avez vu en 5e aussi, on vous a dit que M' et M sont symétriques par la symétrie centrale de centre K. Si et seulement si K est le milieu du segment M'. Et si K est le milieu du segment M', vous savez donc, ça veut dire que x de K égale x de M' plus x de M sur 2. Autrement dit, ce qu'on a traduit ici, donc x' plus x sur 2 égale x de K. Mais x de K, on a dit, il a pour couple de coordonnées, excusez-moi, je n'ai pas précisé, AB. Donc x' plus x sur 2, c'est égal à x de K. Donc x' plus x égale 2a, ce qui fait que x' égale 2a toujours moins x. Comme avant avec l'axe de symétrie. Maintenant, la différence c'est que on a y' plus y sur 2 maintenant égale à b. La demi-somme des ordonnées égale à l'ordonnée du point K, qui est le milieu du segment M' dans ce cas. Donc ce qui fait que y' plus y égale 2b, ou bien y' plus y égale 2b, y' égale 2b moins y. Mais y' c'est f de 2a moins x, puisque x' vaut 2a moins x, son image c'est y'. Donc y' on remplace donc par f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Voilà donc ce qu'on a pour axe de symétrie de figure et centre de symétrie de figure. On se trouvera prochainement où on fera beaucoup d'applications concernant cela, les dérivations, comment dériver, et ensuite même sur limite
de sinus de x sur x, hein, lorsque x tend vers 0, pourquoi c'est égal à 1. Tout ça on verra, et on fera beaucoup d'exercices qui vous permettront de mieux saisir et de mieux comprendre cela et de pouvoir mieux en profiter. Et au revoir.